Michel Langevin. Nous sommes de retour, 7h11, c'est mardi ce matin. C'est une semaine courte, c'est une semaine de 4 jours. Vous l'aurez 2 fois sur 4 jours. Maître Frédéric Bérard, comment ça va, mon Fred? Écoute, archi bien. Est-ce que Stoneham s'est bien déroulé? Écoute, Stoneham s'est très, très bien déroulé. Je vais en faire tantôt un petit commentaire vers 7h35, 7h40. Malheureusement, c'est une piste de ski qui est très contestée là-bas. Les propriétaires veulent pas mettre d'argent, mais écoute, le paysage, Fred. Ah oui, hein? Oh! L'Estrie, c'est beau, habituellement. C'est beau, c'est vraiment, mais vraiment beau. Non, c'est pas l'Estrie, c'est Québec. C'est vraiment, vraiment beau. Stoneham, c'est à Québec, excuse-moi. Oui. Je mélange avec... OK, pardon. Oui, au nord de Québec. C'est vraiment super. Puis ça a été tout un week-end. Je vais être honnête avec toi. Là. J'ai la voix rauque, un peu. Tu peux comprendre pourquoi. Ils font du bon rhum à Québec? OK, oui. la canne à sucre, elle trouve ça tough en février, mais sinon, on l'a produit quand même pas pire. C'est bien important en fin de semaine. Va te le dire, ça s'est bien passé. Bon, écoute, ce matin, je vais recevoir la rectrice de l'Université du Québec en Outaouais vers 8h25. On va parler de plein d'enjeux dans le domaine de l'éducation. Mais toi, quand tu regardes ça, là, puis on l'a dit la semaine dernière, on en parle beaucoup dernièrement, les jeunes échouent leur test de français de façon catastrophique. Comment faire pour venir à bout de convaincre les jeunes de s'intéresser à la langue puis de progresser en français? Qu'est-ce que c'est faire? Hey, écoute, le dernier score, c'est 66 et l'avant-dernier, 71. Donc, on parle d'un 5 points de différence. Mais il y a un truc qui est sorti ce matin même. Tu regarderas ça. Les futurs profs, décrochent pendant leur bac. Il y en a même qui décrochent après leur stage, tout juste avant de débuter leur emploi. Dans certains bacs à l'UQAM et à Sherbrooke, il y a un taux de décrochage de pratiquement de 50 %. T'imagines-tu? 1 sur 2 s'inscrit et décide de décoller avant la fin du programme. Et là, il y en a plusieurs qui disaient, tu t'en souviens, en décembre dernier, les profs, la grève, font ça pour de l'argent, blablabla. Et la plupart des profs disaient, on ne fait pas ça pour de l'argent. Oui, évidemment, l'argent, c'est important. On veut tous être reconnus à notre juste valeur. Mais ça allait bien au-delà de ça. C'était les conditions en classe, si tu te souviens. C'est le fait de pouvoir enseigner intelligemment, de ne pas avoir de trop grandes classes, de pouvoir avoir des ressources comme des orthopédagogues. Tu te rappelles, je t'avais déjà raconté l'histoire de mon ami qui est orthopédagogue, puis on lui demande de faire la traverse d'autobus, la traverse piétonne à chaque matin, puis ainsi de suite. Et là, moi, j'ai pensé à ça en voyant ces chiffres-là. Puis évidemment que je ne suis pas ministre de l'Éducation, évidemment que je n'ai pas une spécialité en pédagogie comme telle. Moi, j'enseigne à l'Université de Montréal, ça fait 20 quelques années maintenant, mais au primaire, au secondaire, je connais absolument rien. Puis à mon sens, ces gens-là ont des jobs pas mal plus difficiles que la mienne. Mais je me suis dit, qu'est-ce que ça prendrait? Je me suis livré à ce petit jeu, puis je te pose la question en même temps. Qu'est-ce que ça prendrait et là, on parle juste du français, OK? On ne parle pas du reste, là, parce que là, ça fait quand même un sacré défi. Mais en matière de français, au Québec, on entend parler de langue, d'identité, de culture, de préservation, Qu'est-ce que ça prendrait pour intéresser ces jeunes-là? Puis là, on sait qu'il y a un défi qui est spectaculaire, Michel, là. Le défi, il s'appelle la mondialisation, il s'appelle Netflix, il s'appelle YouTube, il s'appelle TikTok, il s'appelle tout ce que tu veux. Où là t'es inondé d'une culture anglophone. Mère et monde. Ouais. Alors moi, le petit réflexe que j'ai, puis tu me diras si tu es d'accord avec ça, peut-être que je dis n'importe quoi, mais comment on fait pour les rattacher aux Français? Comment on fait pour s'assurer que ces jeunes-là aiment leur langue? Au final, moi, je pense qu'il n'y a pas 50 000 solutions. Moi, tu vois, à l'école, au primaire, au secondaire, c'était plutôt bon, disons ça comme ça, mais les cours de français où tu m'apprenais les trucs de participe passé dans le détail, une règle après l'autre pendant 1 heure, 2 heures, puis ainsi de suite pendant X mois, moi, ça me rendait fou. Tu vois, moi, c'est le contraire. Moi, j'aimais ça. C'est vrai? Oui. C'est bien bizarre, hein? Ouais. Moi, j'aimais ça. non, J'apprenais mais, mes règles par cœur, je m'en faisais une chanson.
Tu comprends? Ah oui? Oui. Puis, c'est fantastique. Puis ça m'est resté, je te dis pas que je suis le meilleur là en français, mais ça m'est resté. Mais moi, je joue beaucoup avec les mots. Je joue encore je joue à des jeux avec mon téléphone de Scrabble en français. Je découvre des nouveaux mots régulièrement. OK, mais attends. Mais ça, c'est autre chose. Moi, je te parlais des règles arides là, de... Ben oui, le participe passé employé avec l'auxiliaire aide s'accorde en genre et en nombre avec les sujets qu'elle se rapportent. Tu ça, toi? Voyons donc. Écoute, Gavin, je vais t'en compter une pas pire. Ma fille, quand elle est rendue grande, mais quand elle était au secondaire et même au primaire, j'essayais de l'aider en faisant ses devoirs, pour faire ses devoirs en français. Puis j'étais incapable, c'est pas des farces, j'étais incapable d'y expliquer les règles. Je les sais. Je sais comment ça s'écrit. Mais comment tu peux pas être capable, Fred? Voyons donc, je vois le vert. J'étais pas capable. Écoute, c'est une mandra. Avec l'auxiliaire à voix, s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé à la c'est pas bien dur. OK, regarde bien ça. Là. Écoute-moi bien là. Oui. Tu me mets un gun dans le front, là, et tu me dis, répète-moi la règle tout de suite. Malheureusement, tu vas être obligé de tirer. Parce que je ne sais pas. Je te dis, c'est très sérieux. Je ne sais pas. Je vais lire un texte. Je suis capable de voir si, évidemment, il y a des fautes. Je suis capable de voir si la syntaxe est correcte. Je suis capable de voir si c'est bien écrit de manière générale. Mais tu me demandes des règles. Je ne le sais pas. Puis tu veux savoir quoi? Ça m'intéresse pas vraiment. Par contre, tu vas me dire comment tu as fait pour apprendre ton français à ce moment-là. Oui. Ben, je vais te le dire, moi. Oui. Quand j'étais TQ à Mont-Laurier, puis là, je te parle de TQ, là, 4 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ce que faisaient mes grands-parents, dès que je me faisais garder par eux, ils disaient, ma grand-mère disait toujours, viens-t'en, on s'en va à la bibliothèque. Il y avait une belle bibliothèque municipale. Et là, je dévalisais la bibliothèque. Évidemment, c'était des bonhommes, là, des Astérix, des Lucky Luke, ce que tu veux. Et plus tard, à 7, 8, 9 ans, aussitôt que j'avais une journée de congé, notamment l'été ou un congé scolaire, peu importe quoi, je faisais la même affaire. Elle m'envoyait à la bibliothèque et là, je pouvais rester là de 9 h le matin à 5 h le soir. J'allais dîner là, à la course, puis je retournais lire. Et ça, je te jure, Je te vois venir, là. Je te vois venir. Tu vois, hein? Puis moi, c'est le contraire. On est vraiment deux contraires, puis c'est bon ce que tu apportes ce matin, parce que moi, lire, là, cibolac que c'est dur pour moi. J'ai un déficit de concentration. Il faut que je sois vraiment tout seul dans une pièce capable. Puis en plus de ça, je lis tellement lentement parce que chaque phrase que je lis, il faut que j'assume son sens. Puis je le mets dans le contexte de l'histoire qui est auparavant. Hey, je suis pas vite, là. Je suis vraiment pas vite. Je comprends. Mais ceci dit, moi, je suis comme toi aussi. S'il y a des gens qui parlent autour de moi, je ne pourrais jamais lire dans l'autobus, par exemple. Ça, pour moi, c'est impossible. Mais tu vois, tout c'est. Mais tu t'en vas vers la lecture, toi. Tu veux qu'on mousse la lecture chez les enfants, c'est ça? Écoute, puis ça, c'est démontré. Là, c'est pas Fred Bérard de Mont-Laurier qui vous apprend ça. Je suis d'accord avec toi là-dessus, par exemple. Oui. Il y a des rapports d'experts de l'UNESCO puis de tout ce que tu veux qui te l'expliquent. La meilleure manière de vendre une langue, c'est de s'assurer que les enfants la lisent. Et pour la lire, ben moi, si tu me fais lire tes règles là, de machin truc dont tu me parlais tout à l'heure, je suis d'accord. Oublie ça. Par contre, tu me fais lire des livres qui m'intéressent. J'ai des livres sur l'hockey, j'ai des livres sur le baseball, tout ce que tu veux. Et un peu plus tard, écoute bien ça, je vais t'en raconter une pas pire. Un peu plus tard, là, j'ai commencé à lire d'autres choses, évidemment des trucs plus historiques, des trucs plus politiques. Moi, je me suis construit, si tu veux, ma culture générale, entre guillemets, en bonne partie avec ça, avec les bibliothèques publiques, des trucs du genre. Et il y a ça 2 ou 3 ans, peut-être 4, je retourne à Mont-Laurier pour une conférence ou un truc du genre, et je m'en vais dans le même, j'avais, je sais pas, un après-midi à tuer, et je m'en vais dans le même coin de la bibliothèque où je passais mes journées complètes. Et quand je te dis journée complète, ça, c'est, mettons, de l'âge de, je sais pas, 6-7 ans à 16-17 ans. Je débarque là, je ouvre mon ordinateur, j'avais quelque chose à faire, je me rappelle plus quoi. Et là, à un moment donné, je me laisse prendre par les fantômes du passé, le charme de l'endroit. Et là, je repasse à travers les rayons. Est encore là, la bibliothèque? C'est déjà ça? Ils l'ont jeté par terre il y a de ça quelques mois, mais ils en construisent une flambant neuve. Puis je suis vraiment content de ça, même si je suis un peu nostalgique. Mais bref, je me promène, je regarde les rayons, tout juste derrière moi, je te jure. Là, et à je sais pas moi, un pied en arrière de moi, il y avait la collection de mes livres. Puis, je dis pas ça de manière prétentieuse d'une seconde, mais j'ai fait
OK, wow. C'est comme la boucle qui se boucle. Ouais. Moi, ça a commencé là, Oui. sur cette petite chaise-là. C'est beau, ça. J'ai passé des centaines, sinon des milliers d'heures à lire n'importe quoi. Puis je retourne là et par pure inadvertance, je cherchais pas mes livres, moi, là. Puis tes livres dont tu es l'auteur sont là. Oui. Oui, puis écoute, je me reviens d'abord, mais ça pouvait pas être plus proche, là. J'ai des frissons, Fred, juste à y penser, je vois le vert. Puis là, tu auras compris que je veux pas que ça sonne vraiment pas prétentieux, c'est vraiment pas ça l'idée. Mais je me suis dit, si moi, mes grands-parents m'envoient pas à la bibliothèque à tout bout de champ, puis s'ils me donnent pas l'occasion d'y aller à tout bout de champ, ben je fais d'autres choses dans la vie, puis ça aurait été bien correct. Là. J'aurais pu faire n'importe quoi. Ben, pas n'importe quoi, parce que je suis pas si bon que ça, mais j'aurais pu faire d'autres métiers, puis ça aurait été bien correct aussi. Mais là, je suis devenu écrivain, si tu veux, auteur en partie, parce que j'ai bénéficié de cette bibliothèque-là. Parce qu'à Mont-Laurier, qui était une petite ville, surtout à l'époque, là, c'est de moins en moins le cas, mais quand même, où il n'y avait pas tant de ressources. Mes parents, moi, n'avaient pas des ressources pour m'acheter des livres à tout bout de champ non plus. Mais n'eût été de ces livres-là, moi, je n'écrirais pas ce que j'écris aujourd'hui, je ferais d'autres choses, obligatoirement. Alors, tu vois l'espèce de retour, en quelque sorte, sur l'investissement public, entre guillemets. Et puis là, c'est juste ma petite histoire qui est banale, qui n'est pas très intéressante, mais tu comprends que ben, écoute, Fred, je vais te le dire, ça marche parce que j'ai plusieurs personnes qui m'écrivent actuellement par texto. Puis, en gros, je trouve le chroniqueur excellent ce matin pour sa chronique en parlant du français à l'école. T'as touché, je pense, une corde sensible. Je pense que ça fait bien du bon sens ce que tu dis. T'sais, on devrait sensibiliser les parents et les enfants à l'importance de la lecture. Et puis, je te parle de lecture. Tu auras compris que ce que je te dis là, on peut l'appliquer aussi au théâtre, à la musique, des pièces de théâtre en français, la musique québécoise. On a parlé des Cowboys fringants beaucoup à l'automne dernier. Là, hey, je te fais une confidence. Moi, on dit qu'on se rejoint, toi puis moi. Il faut qu'on prenne 2-3 bières et un rhum ensemble, je te le dis. Là. Tu sais que Victor Hugo disait quelque chose comme « Quiconque n'a pas bu ensemble n'a pas épuisé tous les sujets » ou un truc du genre. On est dû. Il reste une coupe de quoi sujets. Qu'un certain soir, on en a pris une coupe, mais en tout cas. Non, en tout cas, moi, je te dirais même qu'on en a pris pour une coupe d'années à l'avance. Mais ça, Écoute, dernièrement, je me suis mis à faire quelque chose que j'ai jamais fait. Au-delà de la musique des Cowboys, je me suis mis à lire chacune de leurs chansons, lire les paroles pour mieux les comprendre. Et moi, t'as dit qu'il y a du message là-dedans. Wow! Non, écoute, Carl Tremblay a eu tous les hommages qu'il méritait. Là. Ça, c'est indéniable. Jean-François Posé derrière lui, m'a dire, hein? Ouf! Sérieusement, moi, pas ce qui me désole, parce qu'il est bon de pas se désoler de ça, mais Posé n'a pas, à mon avis, la reconnaissance qu'il mérite, parce que c'est probablement un des meilleurs auteurs-compositeurs de l'histoire du Québec. Il peint tellement bien en mots ce qu'il veut exprimer qu'il crée des images instantanées. Il vient à bout de mettre le reflet de la société dans des mots, comme personne ne serait capable de le faire, comme j'aimerais tellement être capable de le faire. Vraiment, bravo. Puis tu vois, Posé, c'est des gars de Repentigny, hein? Et contrairement à beaucoup de chansons québécoises qui sont plutôt de Montréal, essentiellement, ou de Québec, c'est un des rares groupes qui viennent de l'extérieur, puis ça paraît parce qu'il décrit une réalité hors grand centre. Pas tout le temps, mais souvent, puis on le sent. Ça fait en sorte que les gens se raccrochent peut-être même plus facilement. Hey, message est passé, mon Fred. Il faut qu'on se laisse. La mairesse de Gatineau s'en vient en studio dans quelques instants. As-tu une petite citation pour finir ça en beauté ce matin? Ben, tu comprends bien. Puis j'aurais pu parler de Victor Hugo, qui a beaucoup parlé d'éducation, mais là, je vais innover un peu. Je vais te parler d'Abraham Lincoln, l'ancien président américain. Oui. De quel parti était issu Abraham Lincoln, mon Michel? Démocrate. Tu vois, ça, c'est le piège dans lequel tout le monde tombe. C'est un républicain, imagine-toi donc. Parce que dans les républicains de jadis versus les républicains de Donald, tu auras compris que ça n'a rien à voir. Or, Abraham disait ceci. Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance pour voir.
Vous allez voir que ça aussi, ça coûte cher. Et puis on commence à recevoir des billes. Hey Fred, je te laisse en te lisant un autre commentaire d'un auditeur. Même chose pour moi. Je lisais constamment étant jeune. Et, excuse-moi, il y a d'autres messages qui rentrent en même temps. Et à l'école, je savais bien écrire sans trop savoir comment et pourquoi. Ouais, ben on est deux, monsieur ou madame. Mes salutations. Salut Fred, excellent. On se retrouve plus tard cette semaine. Bye-bye. Voilà pour les commentaires de Maître Frédéric Bérard. On s'arrête là-dessus, 7h26 dans quelques instants. En studio, la mairesse de Gatineau, Madame Maude Marquis-Bissonnette. Voici Michel Langevin.